Ils font l'information, ils suscitent l'interrogation, ils sont face à la rédaction. 88.4 Top Congo FM. Samedi, 13h30, après les infos. Comment s'annonce l'année 2021? Le gouvernement est là? Qu'est-ce qui peut désormais changer? Pour convaincre presse et public, face à la presse, l'émission Examen entre journalistes. Top Presse avec Eric Chikuma Zoumeko, Rachel Kitsita Actu 30, Israël Moutala 7sur7.cd, Élisée Odia Eric Ambago Top Congo FM. Le Top Presse avec Christian Loussakweno. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission Top Presse numéro 1 de l'année 2021. Après tous les changements opérés dans la grille de Top Congo FM, cette émission ressurgit, une émission un peu spéciale puisque pour la première édition 2021, nous serons entre journalistes. Alors, vous l'avez entendu, comment s'annonce 2021? Certains diront 2021 a commencé depuis un trimestre, mais le gouvernement, lui, ne vient de commencer que maintenant. Le gouvernement qui est là, qu'est-ce qui peut désormais changer? C'est la base de cette émission, mais cette émission avec les journalistes, c'est le retour sur 3 mois passés, 3 mois avec beaucoup de rebondissements, 3 mois passé en revue avec les journalistes autour de la table. Israël Moutala de 7sur7.cd, Élisée Odia Top Congo FM, oui, et 7sur7.cd, Rachel Kitsita d'Actu 30, Eric Chikuma Zoumeko et Eric Ambago Top Congo FM. Alors, on a démarré cette année 2021 sans gouvernement, on l'attendait depuis le mois de décembre. On a eu un Premier ministre en début d'année, mais on a un gouvernement finalement qu'au mois d'avril. Que dire de toute cette période? Ça fait plus de 6 mois sans gouvernement, sans conseil des ministres, c'est vrai, affaire courante. Israël Moutala, le titre de l'émission c'est Comment s'annonce 2021? Est-ce qu'avec ce gouvernement, on peut dire que on peut voir 2021 sous de meilleurs auspices? Oui, parce que là maintenant nous avons un cap, nous avons une équipe, nous avons un programme qui est détaillé. Là maintenant on sait avoir des éléments factuels, des éléments objectifs pour mesurer l'action du gouvernement. Donc aujourd'hui nous savons où est-ce que nous allons. Parce que le président de la République avait une vision lorsqu'il a réqualifié la majorité parlementaire. Et cette vision est aujourd'hui a été coulée aujourd'hui sous forme de programme. Et ce programme justement, il a articulé autour de 4 secteurs. Il a à peu près 15 piliers. Il a 35 axes. Il a 340 actions. Et ils ont à peu près 3 ans pour le mettre en œuvre. Est-ce qu'on peut dire, vous dites que ça va mieux, pourquoi 2021 s'annonce mieux, pourquoi? Parce que maintenant on sait où on va ou avec qui on va, ou parce que ce qu'ils ont annoncé nous permet d'avoir de l'espoir? Non, ce qu'ils ont annoncé quand même nous permet d'avoir de l'espoir. Il fallait d'abord que il y a 2 aspects. Il y a d'abord le programme qui formule un certain nombre de politiques publiques ou de prétentions à améliorer le quotidien, à améliorer la sécurité, à développer l'économie, à faire de la rétribution de la richesse. Et puis, il y a une équipe de 57 personnes qui porte ce programme. Donc, à partir de là maintenant, on peut juger. Ils ont dressé un cap, ils savent qu'on veut aller vers tel horizon, on va les faire avec avec une équipe composée de telles personnalités. Et par rapport à ça d'abord, je remarque que sur le plan qualitatif, le gouvernement actuel est de loin mieux étoffé que le gouvernement précédent. C'est déjà un bon signe. Ça veut dire que les personnalités qui composent ce gouvernement sont des bien meilleurs calibres que ceux qui composaient le gouvernement passé. Et donc moi, unanimement, je m'incline par rapport à ça. J'aimerais juste ajouter ce que je disais tout à l'heure. Je disais que c'est un gouvernement qui a 4 secteurs. Le programme du gouvernement est autour de 4 secteurs, de 15 piliers, de 35 axes, de 340 actions sur 3 ans, qui sera mise en œuvre par 57 personnes pour un budget à peu près de 36 milliards sur 3 ans. Si vous prenez les 340 actions, vous divisez par 57 ministres, en moyenne, vous avez 6 actions pour chaque membre
du gouvernement. Ce qui est largement faisable. Donc c'est faisable. S'ils ont l'argent. S'ils ont l'argent. On a fait beaucoup d'émissions face à face, on se rend compte que le gros problème, c'est l'argent. La conclusion, c'était au moment des bilans, les ministres conjuguaient le verbe faire au futur. Alors, ce gouvernement, il est en place, Élisée Odia, mais ce gouvernement, il a eu du mal à naître, à voir le jour. On a parlé de renversement de coalition, de renversement de majorité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se satisfaire de la manière à laquelle ce gouvernement s'est mis en place et le temps qu'il a pris? Le temps, non, se satisfaire. Il y a toujours eu ce problème-là. Je reviendrai pas, je crois, avec votre permission, à tout ce qui est lié au programme de ce gouvernement. Mais on revient avec la coalition. Le temps, c'est tout ce qui a toujours fait défaut aux politiques congolais. Ils pensent que le temps, ils gèrent différemment le temps et ils prennent plus de temps pour des choses qu'on suppose qu'ils pouvaient aller très vite. Et là, on continuera toujours à reprocher cela aux politiques congolais. Il y a eu ce problème de temps. Il y a eu ce problème de mettre en place une nouvelle coalition. Moi, j'ai toujours été contre la manière dont a été mise en place cette coalition. C'était pas parti sur de nouvelles bases. C'est pas sur des bonnes bases. Ça veut dire? Parce qu'on a procédé aux méthodes qu'on a jadis décriées. C'est-à-dire, on procède aux mêmes méthodes, on utilise les mêmes armes que l'adversaire, en fait, pour le faire tomber. Et là, je l'ai toujours dit. Alors qu'on s'attendait à une rupture dans la manière de faire et dans la manière de procéder. C'était ça aussi, c'est qu'avait promis le président de la République. Mais d'aucuns vous diront que, ben oui, la fin justifie le moyen, ce qui n'est pas faux non plus. Mais pour des gens qui s'attendaient à un changement sur le plan avec un bon fond, j'allais dire, on a été un peu déçus de voir qu'on a utilisé des méthodes pas très conventionnelles, pas très démocratiques pour aboutir à la nouvelle majorité. Et cette majorité, je me rappelle encore, et vous imaginez qu'on a de nouveaux groupes parlementaires en plein session ou en plein mandat. C'est une première, c'est inédit et ça pousse à dire qu'on aura toujours ce problème avec ce problème de jurisprudence ici en RDC. C'est-à-dire, on fait des choses en dehors de la loi et du coup, on fait de ça une loi. Parce que la jurisprudence, je crois, sous réserve des juristes, devient source de loi. Ils vont dire, tout le monde voudra voilà. les faits précédents. Voilà. Donc, on se dit ça. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, vous allez au Parlement, vous trouverez comment on dit, pas un groupe politique, mais un groupe parlementaire appelé Unité Union Sacrée, chose qui n'existait pas avant la législature. Donc ça fait quand même aussi des ordres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui sont restés en suspens au niveau de l'Assemblée nationale. On ne sait plus. Cette personne était au début de législature, il était de tel groupe parlementaire. Maintenant, il doit plus être de tel groupe parlementaire. Aujourd'hui, il était de l'Union Sacrée. Maintenant, hier, il était de FCC. Maintenant, il doit être de l'Union Sacrée. Ça fait des ordres. Pareillement, quand vous arrivez au Sénat, aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a toujours pas un vice-premier ou un premier vice-président au Sénat, parce que c'est un poste qui aujourd'hui doit revenir au FCC, qui était jadis dans l'opposition, dans la majorité. Ou ensemble? Non, on a changé, justement, je vous parle de cet imbroglio. Maintenant que la majorité a changé. C'est-à-dire, avant la prochaine, c'est un poste qui revient à l'opposition. Parce que c'était occupé à l'opposition, c'était Sami Badibanga au Sénat. Maintenant que la majorité a changé, c'est un poste qui doit revenir à l'actuelle opposition. Non, Sami Badibanga, il était de la majorité puisqu'il était de la majorité FCC. Bon, c'était FCC, mais justement, c'est changé. C'est un poste qui revenait. C'est un peu comme quand il y a eu ces débats-là au niveau de l'Assemblée nationale. Quand il fallait réserver 2 postes, par exemple, à l'opposition. On vous a dit non parce que l'UDPS et ensemble, du coup, l'ancienne opposition n'avait eu qu'un seul poste de rapporteur. Donc on se retrouve quand même devant cet imbroglio. Ça a été dur, laborieux, mais je dis ok, c'est passé. On a ce gouvernement, on a une nouvelle majorité, même si
si elle n'a pas été acquise de la meilleure de façon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Et voilà. Est-ce que 2021 s'annonce bien selon vous? Je dis peut-être pour deux raisons. Sur le plan politique, comme l'a dit Israël Moutala, il y a le cap qui est donné. On connaît les gens, on connaît le programme. Et encore que, je reviens sur le programme parce que j'ai lu le programme au début. On va y revenir. Voilà. Donc il y a les politiques qui sont connus, les gens qui vont mener les actions qui sont connus. Et comme il l'a dit, ce sont des personnes. Pas seulement qu'on connaît parce qu'on a eu le temps de les interviewer, de faire des connaissances, mais c'est des gens qui ont des bons CV, des gens qui ont des bons CV, mais peut-être aussi pas tout à fait d'accord sur le plan économique parce que il y a la Covid. Meilleurs auspices, pendant que la Covid est là, est-ce que ça s'annonce meilleur? Est-ce que ça s'annonce bien pour ce gouvernement alors que nous subissons encore les effets de la Covid et qui va quand même continuer? Ça, j'en doute un peu. Éric Tchikouma, Zoumeko, nouveau gouvernement, nouvelle coalition. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qu'est l'Union Sacrée aujourd'hui? Pas du tout. Je pense que l'Union Sacrée, jusqu'à preuve du contraire, tel que l'a défini son initiateur, Félix-Antoine Tshisekedi, ça reste une dynamique qui mobilise toutes les énergies dans tous les camps politiques au sein de forces vives de la nation, ainsi que de la classe politique ou d'autres groupes au sein de la nation congolaise. Donc, au niveau du Parlement, c'est là assez matérialisé par la mobilisation ou la réqualification de la majorité parlementaire, tant au niveau du Sénat que au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est donc, c'est dont parlait tout à l'heure Élisée Odia, il est impérieux maintenant, et puisque c'est là, il devrait être fait, il est impérieux que cette dynamique soit structurée pour qu'elle puisse avoir une coordination, qu'elle puisse se doter des statuts, des fonctionnements pour pouvoir régler les problèmes dont a évoqué Élisée Odia tout à l'heure. Aujourd'hui, on a un gouvernement avec un programme de l'Union Sacrée. On sait ce que l'Union Sacrée veut aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut se poser encore ce genre de questions ? Oui, l'Union Sacrée doit se structurer. Je pense qu'il y a quelques jours, au lendemain de la publication de l'équipe gouvernementale, nous avons tous assisté à des revendications, de protestations dont les chefs de certains députés, membres de l'Union Sacrée au sein de l'Assemblée nationale. Et ces revendications, si elles étaient portées dans un cadre structuré au sein de la dynamique, au sein de ces mouvements, cela aurait été pris en considération ou réglé à ces niveaux sans que cela ne paraisse en public. Donc il est impérieux qu'à ces stades, que cette dynamique soit structurée, qu'elle soit dotée des statuts, qu'elle soit également organisée de sorte que qu'il y ait un cadre des débats en interne, qu'il y ait un cadre qui permette aux dirigeants de pouvoir réfléchir, de débattre sincèrement et pour faciliter ou accompagner les institutions de la République à la mise en œuvre du programme ambitieux qu'ils ont déjà défini. C'est très important. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, 2021 s'annonce bien Absolument. Avec l'Union Sacrée? Absolument. Ça s'annonce bien parce que je pense que le pays a été plongé dans une sorte d'immobilisme depuis 6 mois. S'il faut compter depuis que la crise entre les FCCH a commencé et que les conseils de ministres ont été suspendus, non seulement pour des raisons des Covid, mais pour des raisons que nous connaissons tous, ça fera 6 mois que le peuple attend voir un gouvernement à l'ouvrage, voir son gouvernement à l'ouvrage pour régler des problèmes urgents, des problèmes prioritaires auxquels le peuple congolais est confronté aujourd'hui. Il y a la sécurité, il y a les problèmes économiques,
Il y a des problèmes liés à la mobilisation des finances publiques pour faire face notamment à la crise sanitaire qui nous frappe aujourd'hui, ainsi que des effets néfastes de cette crise sur la situation socio-économique du peuple congolais. Donc aujourd'hui, s'il faut répondre à votre question, le Congolais lambda est satisfait de voir un gouvernement qui entre en fonction, un gouvernement qui lui vend un espoir, un gouvernement qui lui présente un projet dont il doit réaliser jusqu'à l'horizon 2023. Donc il est temps maintenant, je pense que tous ces efforts soient conjugués pour que ces programmes soient réalisés et surtout qu'il y ait des indicateurs de suivi, d'évaluation soient rigoureux pour savoir ce qui a été fait et à chaque étape que les résultats escomptés soient au bénéfice du peuple congolais qui attend ardemment. L'investiture du gouvernement qui se passe en plusieurs étapes, même si ça se passe en une seule journée. Le gouvernement est nommé, on annonce une première séance, une deuxième, la séance démarre, on annonce un débat qui démarre et qui s'arrête, on investit. Madame Rachel Kitsita, est-ce que cette investiture ne présage pas de ce que sera la marge de manœuvre du gouvernement demain par rapport à des députés pourtant labellisés ou au label Union Sacrée? Alors, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, je ne sais pas si ça sera la deuxième question, si 2021 s'annonce pour rebondir sur vous répondrez aussi à cette question, oui. Exactement. Alors, la question là arrive après. Est-ce que l'on doit noter la difficulté éventuelle qu'a eu cette équipe avant d'être investie par le Parlement, qui est pourtant au label Union Sacrée? Non, moi je pense que le gouvernement a investi au Parlement le lundi passé. Justement, c'est pour vous dire que le gouvernement Sama Lukonde n'a pas droit à l'erreur. Parce que ce qui s'est passé au Parlement, ce sont des députés qui sont très regardants par rapport à l'action du gouvernement, des députés qui représentent le peuple congolais, et ce peuple congolais qui est fatigué d'entendre des promesses mais qui ne se réalisent pas. Je crois que avoir la manière par laquelle ce gouvernement a été investi, cela montre à suffisance combien on avait soif finalement que le gouvernement Sama Lukonde puisse se mettre au travail, même si la procédure a tout de même été raccourcie à l'Assemblée nationale, mais la finalité allait être que ce gouvernement allait être investi au Parlement. Et donc je pense que le Premier ministre et son gouvernement mesurent finalement c'est que la population attend d'eux. Ils mesurent la gravité ou le fardeau ou la charge qui pèse sur chacun des membres du gouvernement pour dire que maintenant on n'a pas droit à l'erreur, même si pour cette année c'est un peu consommé parce qu'on a pratiquement consommé la moitié de l'année dans le budget dû à la Covid-19, la crise économique qui a frappé le monde, et la RDC n'a pas été épargnée. Mais on peut encore excuser pour cette année. Mais 2022, ce gouvernement n'a pas droit à l'erreur parce que nous avons vendu promesse que de faire la différence entre la gouvernance d'hier et d'aujourd'hui, et le peuple congolais attend finalement que cette différence puisse se voir au grand jour et que dans nos assiettes qu'il y ait au moins à manger, que nos enfants puissent aller à l'école et que chacun d'entre nous trouve le minimum pour se faire soigner et aussi se loger. On revient sur l'investiture, excusez-moi d'insister, alors que tout le monde était tombé d'accord, tout le monde a adhéré à Union Sacrée pour accompagner le président Tshisekedi. On a vu des révolutionnaires et des revendications surgir. Est-ce que ce n'est pas de mauvais augure pour la suite, sachant que il a été bien annoncé que l'Union Sacrée, c'est la rupture du FCC, c'est la rupture de l'AMP. Les députés vont faire entendre de leur voix par rapport au gouvernement en termes de contrôle. Mais non, je crois que non, pas du tout, parce que les ambitions personnelles, il faut les mettre de côté.
en adhérant à l'Union sacrée, chaque député savait qu'il n'était pas impossible d'avoir un gouvernement de 60 membres. Déjà qu'il fallait faire réduire l'écart. On a parlé d'un gouvernement pléthorique, gouvernement de FCCK. Aujourd'hui, il fallait que 10 ministres en moins. Hein. Il n'y a que 10 mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Il ne faudrait pas non plus négliger cette différence de 10 ministères. C'est déjà beaucoup parce que c'est un budget pour tout le personnel, c'est un budget pour le ministre, ce sont des frais de déplacement, de frais d'émission et consorts. Donc ça fait déjà quand même un petit budget de moins. Et je crois que ces députés, parfois ceux qui se sont pris au Premier ministre ou au président de la manière par laquelle le gouvernement a été formé, je crois qu'ils ont compris quand le chef de l'État a reçu les députés de l'Union sacrée le samedi dernier à la Cité de l'Union africaine. Il était impossible de satisfaire tout le monde. Et c'est impossible. Et moi je pose la question, qui vous dit que ce gouvernement ou tous les membres du gouvernement Sama Lukonde iront jusqu'en 2023? Parce qu'il y a aussi des remaniements. Peut-être qu'il y en a qui feront des faux pas, qu'on va devoir remplacer en chemin. Mais tout le monde ne pouvait pas faire partie de ce gouvernement. Et c'est là où les députés ont péché. Parce que on nous a fait croire qu'on n'était pas à l'Union sacrée pour des postes. Alors que c'était bien le contraire de ce qu'ils se disaient. Donc, c'est pour dire que les hommes politiques, il faut les voir à l'œuvre et non dans les paroles, parce que ils disent oui pour séduire, mais après ils font autre chose. Je crois que ça ne sera pas le cas parce que tout le monde a compris que les intérêts personnels pour certaines personnes, c'est que c'est moi ou personne d'autre. Mais là, on n'a plus besoin de toi ou personne d'autre. On a besoin de ceux qui portent la vision, de ceux qui comprennent que maintenant assez. Il faudrait quand même redistribuer les richesses du Congo aux Congolais parce qu'on n'a que trop souffert. On attend longtemps finalement que la situation change dans ce pays. Et je crois que non, Sama Lukonde va travailler comme il se doit. Et vous avez vu la majorité écrasante qui a investi le gouvernement au Parlement le lundi dernier. Donc 2021 s'annonce peut-être pas bien, mais 2022, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Non, pas du tout. Et moi, je suis optimiste parce que hier, ils nous ont dit que ça bloquait, que tel bloquait, que le FCC bloquait, mais qu'aujourd'hui, on a des membres du gouvernement 57 qui ne répondent que exclusivement au président de la République et qui vont mettre en action la vision du président de la République. Parce qu'en réalité, dans le contexte politique congolais, FCCK, il fallait s'y attendre à ce qu'un jour, ça éclate. Parce que vous avez de l'autre côté un programme avec l'autorité morale. Ici, vous avez l'autorité morale, le président de la République qui a présenté son programme sur base duquel il a été élu président de la République. Alors, il faudrait le laisser les mains, qu'il ait les mains vides, que lui et lui seul, avec son gouvernement, puisse cheminer, nous emmener vers le bonheur tant attendu. Et je pense que là, moi, je suis très optimiste. Et ce gouvernement, avec des hommes, comme on appelle des warriors, Eric Tchoukouma le disait tout à l'heure, qui ont compris. Je pense que chacun d'entre eux a compris. Chacun des membres du gouvernement a compris finalement la vision de l'Union sacrée pour la nation. Alors s'il y en a qui n'ont pas compris, désolé, je crois que d'ici quelques mois, il y en a qui prendront la porte. Mais je pense que tous les membres du gouvernement ont compris et ils savent que nous, peuple, nous attendons. Journalistes, médecins, nous faisons partie de la RDC et chacun de nous. Bien évidemment, on n'attend pas de miracle. On ne va pas devenir demain les États-Unis, on ne va pas devenir comme la puissance mondiale, comme les États-Unis ou la France, mais il faudrait quand même qu'il y ait des indicateurs qui nous emmène progressivement vers on va dire le changement et vers ce que nous on attend, c'est-à-dire un tout petit peu le bonheur pour que nous puissions sourire nous tous. 30% de femmes, un gouvernement un peu plus vertébré, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Eric Ambago, est-ce que ce gouvernement est mieux outillé que le précédent ? Moi, je dis toujours qu'on n'invente pas la roue. Et aujourd'hui, on va juger ce gouvernement ad valorem. Donc, par rapport à la valeur que chacun d'entre eux va donner à la tâche qui lui sera donnée. Alors, 27% de femmes dans ce gouvernement, une vingtaine de juristes, on va dire des spécialistes dans les domaines. Je pense que tout dépend simplement de la vision ou la compétence d'un chacun et
ce que finalement la vision que chacun d'eux a de ce qu'il doit faire par rapport à son département. Celui qui est au transport, il y a des questions qui se posent qu'il connaît, il y a des questions qui se posent dans tous les secteurs, chacun connaît plus ou moins les questions qui se posent, essentielles. Tout dépendra maintenant de la manière avec laquelle chacun prendra à bras le corps les questions spécifiques de son domaine. On a vu par exemple par rapport à la question des transports et voies de communication, il y a aujourd'hui, la question majeure qui se pose, c'est le port en eau profonde de Banana. C'est une question, c'est un sujet qui est sur la table depuis plusieurs années. Alors, comment est-ce que le ministre des Transports et de Communication va aborder cette question? On va voir, on va juger comment est-ce qu'il va aborder cette question. La question pont route rail Kinshasa-Brazzaville, comment est-ce que cette question sera gérée? On va voir. Par rapport à la diplomatie, on verra comment le ministre des Affaires étrangères va gérer la question des ambassades. Aujourd'hui, on a vu comment les ambassades ont souffert. Ils étaient presque dans la rue. Heureusement que les frais de fonctionnement étaient payés et ça a sauvé. Est-ce qu'on va continuer à attendre des alertes pour qu'on puisse payer les ambassadeurs, pour que les ambassadeurs ou les missions diplomatiques soient mieux lotis? Est-ce qu'il faudra attendre? Tout cela, ça dépendra maintenant de la politique de chaque membre du gouvernement. Et chaque membre du gouvernement va imprimer un peu sa touche dans son département. On a dit que chacun a dit, voilà, nous sommes de l'Union sacrée, nous voulons des résultats. C'est un gouvernement des résultats. C'est pas un gouvernement de discours. C'est ce qu'a dit d'ailleurs hier le ministre de la Communication et des Médias. C'est un gouvernement d'action. C'est un gouvernement qui doit faire des choses. Et aujourd'hui, je pense que par rapport au CV de chaque membre, on nous a brossé les CV, tel a fait telle école, tel a tel diplôme, tel a telle formation. On dit, ils ont le bénéfice de doute. On espère que ça va bien se passer. Nous sommes dans le cadre de l'espoir. Parce que moi, je dirais que même le gouvernement Sylvestre Ilunga, il y avait des compétences dans le gouvernement Sylvestre Ilunga. Il y a eu peut-être des couacs à un certain niveau, mais le gouvernement Sylvestre Ilunga, avec ce qu'il faisait avec son programme, il aurait pu bien faire les choses. C'était un gouvernement qui avait également des vertébrés. Il ne faut pas que l'on rejette par terre pour dire non, le gouvernement Ilunga aussi avait des gens vertébrés qui avaient même déjà, qui posaient des actions qui sont visibles aujourd'hui. Donc on va dire qu'aujourd'hui on observe les membres de ce gouvernement, on va les juger à l'œuvre. Ils ont peut-être, on attend les 100 jours et on va voir qui a fait quoi dans les 100 jours, on comptera combien, on donnera combien à chacun des membres du gouvernement. 30% de femmes ou 27%. Ça va changer la donne. C'est vrai que c'est une question que j'aurais dû poser à Élisée Odia, mais justement, j'ai fait exprès de ne pas la lui poser. Est-ce que le fait qu'il y ait plus de femmes, selon vous, pourrait changer la donne en mieux? En fait, moi, les femmes ne vont pas peut-être me condamner, mais moi, j'ai toujours considéré que cette question n'est pas d'actualité ou n'est pas à mettre sur la table à ce niveau de responsabilité. Quand on est au gouvernement, qui est sans hommes, qui est sans femmes, c'est la gestion de la Res Publica. Il y a des réalités quand on gère la Res Publica. Et d'ailleurs, je vous dirais une chose, peut-être c'est banal. Généralement, on dit Madame le ministre de la fonction publique. On dit pas Madame la ministre de la fonction publique. En français, ça a changé. Dans le dictionnaire, ça a déjà changé. Mais en termes de fonction, c'est la fonction. Oui. La fonction, c'est ministre de la fonction publique. Ça veut dire que cette dame, quand elle arrive à ce poste, elle travaille comme un homme et vice versa. Donc il y a pas de sexe quand on gère la République. Mais les dames disent que elles sont plus proches de la réalité, elles sont plus prudentes, elles prennent moins de risques et elles sauvent toujours ce qui doit être sauvé. Les hommes sont un peu plus brouillons. C'est vrai, on peut le dire aussi, et on peut dire ça. Mais je vous donne un petit exemple. On a vu la ministre de la fonction publique. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'encourage pas. Elle a travaillé, c'est vrai qu'elle a travaillé, mais à la fin de son mandat, on a vu comment elle a été huée par ses agents. Elle était là, elle était dans les médias, elle travaillait, mais on a vu. Donc en fait, le fait qu'il y ait plus de femmes ou trucs, à mon avis, ce n'est pas ça qui va donner un tonus au gouvernement. C'est simplement la
conjonction de tous les efforts, la conjonction, le travail d'un chacun qui permettra à ce que le gouvernement puisse réussir son mandat. 2021 s'annonce bien. 2021, c'est, on va dire, on espère que ça va aller mieux. Parce que même 2020, avec Ilunga, on espérait. Ça, on disait, ça va aller mieux avec le gouvernement de la coalition, le gouvernement FCC Cash. On espérait. Aujourd'hui, ça peut aller. On voit déjà, comme Rachel Kizit a dit, c'est Félix Tshisekedi qui est aux commandes. Il n'y a pas double ordonnancement, comme on peut le dire. Alors donc, on espère que tout le monde ira selon la vision du chef de l'État. Alors, premier trimestre s'annonce bien. Vous avez entendu chacun s'exprimer sur le point. Maintenant, de quoi allons-nous parler? À bâton rompu, hein. Là, chacun s'est exprimé. Maintenant, c'est à bâton rompu. Chacun prend la parole après l'avoir demandé. On parle du programme du gouvernement. On parle de l'opposition pour diriger cette opposition, pour prendre le lead de cette opposition. On parle des priorités du gouvernement, notamment la sécurité à l'Est, où on parle de menaces terroristes. On parlera économie. Je sais qu'Éric Chikuma est très porté sur ça, avec des matières premières qui sont à un taux très élevé, mais qui, paradoxalement, profitent moins. Le dire Kaba du président André Ouamesso s'est exprimé après le président de la FEC sur le sujet. On parlera de justice, IGF, et on parlera de la gratuité de l'enseignement, difficulté, Bakonga et presse. Programme du gouvernement, très rapidement, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qui vous donne cet espoir? Parce que certains ont dit mi-figue, mi-raisin, certains ont dit ça s'annonce bien, mais personne n'a dit que ça s'annoncera bien. Qu'est-ce qui vous permet dans la lecture de ce programme du gouvernement d'être autant optimiste, Élisée Odia? Déjà, moi je dis que j'étais un peu mitigée par rapport aux résultats, au programme, mais il faudrait rappeler, je disais tout à l'heure que j'allais revenir quand même sur ce programme de gouvernement, qu'il faut le dire, c'est un programme du gouvernement déjà présenté par le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Ah, il y a des différences quand même. Pas trop, mais parce que quand je lis ici, à l'instar du président, ça c'est le discours du Premier ministre Sama, du précédent, donc on parle du précédent programme, celui présenté, et là Israël le disait, à l'instar du précédent, ce programme, honorable député, s'articule autour de 15 piliers. Donc, le programme, pourquoi on peut pas changer? En fait, c'est le même programme, c'est le programme du chef de l'État qui est présenté, peut-être on peut dire aujourd'hui, en 2 séquences. Parce que la première partie était portée par la coalition FCC Cash, qu'incarnait Sylvestre Ilunga Ilunkamba, et la deuxième partie est aujourd'hui pilotée par Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Mais ça reste un seul et même programme, parce qu'on trouverait quand même bizarre qu'au cours d'un quinquennat, qu'on ait eu 3-4 programmes. Non. Un seul programme, et ça il faut que les auditeurs, ceux qui nous suivent, ça c'est un seul programme qui reflète la vision du président de la République, mais qui aujourd'hui est en train d'être exécuté par d'autres qui ont reçu cette mission. Et je disais tout à l'heure que j'étais un peu mitigée, pas parce que je suis pessimiste, mais au regard quand même du contexte d'abord politique. Vous avez tout à l'heure parlé de ce que nous voyons au niveau du Parlement. On parle des députés révolutionnaires, on parle des députés frondeurs. C'est-à-dire, et on parle de cette absence d'une charte au niveau de l'union sacrée. C'est une dynamique, oui, c'est un état d'esprit, oui, mais on a dépassé cette période où tout est à l'oral. Maintenant, là, il faut qu'il y ait des écrits. C'est sur base des écrits qu'on pourra brandir demain aux uns aux autres, dire, écoutez, il a été écrit ceci, et que demain, vous ne faites pas ça. Il y a cette difficulté. Oui, mais le programme, il est écrit aujourd'hui. Est-ce qu'il Justement, je parle de la réussite. Je parle de la réussite. Ça passe sur le plan politique. Justement, il faut qu'il y ait l'instabilité des institutions politiques. Et aujourd'hui, avec ce qu'on a vu avec les députés frondeurs, révolutionnaires, on aura peut-être du mal à assurer cette instabilité ou cette stabilité politique, parce que là maintenant nous avons avec l'interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a quand même donné une certaine liberté aux députés, on se dit mais est-ce que cette stabilité politique surtout au niveau des institutions sera acquise? Autre chose, ça sera sur le domaine, je disais économique, où on fait encore face à la Covid-19.
Et c'est là où la difficulté, moi je me dis, c'est sur ces deux tableaux-là qu'on pourra jouer. Rachel Kitsita. Alors, je disais tout à l'heure que j'étais optimiste, mais je n'accorde pas un chèque en blanc au Premier ministre et à son équipe gouvernementale. J'ai une copie de ce programme du gouvernement, donc il m'arrive depuis que je l'ai reçu depuis lundi de feuilleter. Je suis presque à la fin parce que j'ai pratiquement tout lu. C'est vrai que je suis pas spécialiste des questions économiques, mais je me suis intéressée quand même à un fait, notamment le secteur social et culturel. C'est qui qui me déçoit un tout petit peu, ou chose que je ne comprends pas, parce que à un certain moment, il faudrait qu'à la fin, que nous puissions juger le bilan du Premier ministre par rapport à ce qu'il nous a promis de faire. De 2021 à 2023, autant des promesses, mais je n'ai vu aucun indicateur des chiffres et des dates. C'est-à-dire que quand on a promis, par exemple, je vais lire 2-3, si vous le permettez, élaborer et mettre en œuvre un plan de modernisation des villages et veiller à la construction des logements conformes à ce programme, construire des logements sociaux, encourager et soutenir des initiatives de construction en faveur de coopération socio-professionnelle. Oui, c'est bien tout ça. Quand vous lisez, accroître 50% de la disponibilité des médicaments, on en était à combien? Et le gouvernement Sama Lukonde veut nous amener à combien de pourcentage? Construire des logements, oui, des logements sociaux, mais combien de logements sociaux et pour combien de temps? Combien de logements sociaux par an? Parce que il faudrait pas que on arrive pile 2023, qu'on prenne la presse, 5 caméras, 10 journalistes et des influenceurs, allez, ok, flou artistique, venez, on vous amène en Bankana ou à la Chopo ou chez moi, dans mon village, pour dire voici les maisons construites. Mais il y en avait combien prévu? Et pour combien des chiffres? Et sur quelle durée? C'est justement cet aspect des choses que je n'ai pas bien compris, parce que ce programme est bien élaboré, bien écrit, vous pouvez le voir, c'est un gros programme, des bonnes intentions comme ça l'a toujours été dans le passé, mais c'est l'aspect indicateur, chiffres et dates qui a manqué dans ce programme. Et je pense que maintenant les ministres sectoriels ont le devoir ou l'obligation, moi je pense que c'est aussi nécessaire que l'on sache d'où est-ce que Sama Lukonde prend ce pays et où est-ce qu'il veut nous amener. Aujourd'hui, le taux de dollar, j'aurais bien voulu entendre le chef du gouvernement à la tribune de l'hémicycle du Palais du Peuple, dans la salle des congrès, nous dire aujourd'hui je prends le pouvoir, le commande, le pays, et je prends le dollar est à 200 et on va tout faire pour stabiliser ou pour redescendre à 17, à 15 ou à 16. Aucune indication. Et c'est là où ça fait un tout petit peu peur, parce que on risque de nous conduire comme des bornes qui conduisent des aveugles, mais je pense que on n'en arrivera pas là. Et voilà, espérons que le Premier ministre ne va pas nous bluffer à la fin et que finalement, ça sera des résultats, et vraiment des résultats. Israël Moutala. Merci. J'aimerais rebondir d'abord sur la dernière préoccupation de Rachel. Il n'appartient pas à un gouvernement, à un Premier ministre de dire qu'il va faire baisser le taux de... Mais ce serait bien quand même. Le taux de change. Ce serait bien. Non. Ce serait bien. Il y en a qui peut dire, il peut dire, je l'ai à 2000 aujourd'hui ou à 1995. En faisant ça, taux directeur, en produisant plus, l'idéal ce serait de l'amener à tel ou tel. Non. Le problème c'est que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la stabilité du taux de change. Donc, on l'a trouvé à 2000, on reste à 2000. Que ce soit l'inflation à la hausse ou à la baisse, c'est pas une bonne chose pour l'économie. Ça va perturber les cadres macroéconomiques. Donc on est autour de $2000, de 2000 francs, $1, on s'en tient là. C'est ça la stabilité aujourd'hui. Si on peut garantir cette stabilité sur 10 ans, sur 15 ans, les opérateurs économiques ont de la visibilité, ont de la prévisibilité, et c'est comme ça qu'on assure le pouvoir d'achat des Congolais en maintenant la stabilité du taux de change. Alors si vous avez ce taux de change maintenu comme ça, vous pouvez jouer sur d'autres facteurs pour augmenter le pouvoir d'achat des Congolais, en augmentant leur salaire ou en faisant les prix des biens et services. C'est comme ça qu'on donne du pouvoir d'achat aux Congolais. Ce n'est pas en faisant de la démagogie comme Tchibala, en disant non, j'ai trouvé les dollars à 1600, je vais les remettre à 1000 francs. La parité, il n'y est pas parvenu. Et donc, le Premier ministre ne peut pas tomber dans ce piège-là. Il sait très bien que tous les économistes lui ont conseillé que ce qui intéresse les Congos aujourd'hui, c'est la stabilité.
restons sur $1 autour de 2000 francs à peu près, ça sera ça la stabilité. Et donc, d'abord, on n'est pas revenu malheureusement sur le programme de Ilunkamba. Pourquoi Ilunkamba a échoué? C'est parce que la coalition avait des problèmes. Donc, tous les conseils des ministres, c'était des occasions où se rentraient dedans deux camps politiques. Donc, Ilunkamba, malgré le chapelet des bonnes intentions qu'il avait énuméré, a échoué parce que il y avait une méfiance entre Cash et FCC. Et donc, cela a paralysé le gouvernement pendant toutes ces années. La deuxième chose qui est important ici de souligner, c'est que quand vous lisez même Ilunkamba, il disait dans son discours programme, regardons dans la même direction, sursaut patriotique, mais c'est resté de mots creux, parce qu'on n'arrivait pas justement à les concrétiser en action. Donc aujourd'hui, on a besoin des hommes d'État. Et ces hommes d'État, ils ont fait un premier faux pas. Les nouveaux députés de la majorité de l'Union sacrée. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas venus pour les postes, mais après qu'un certain nombre d'entre eux ne s'étaient pas retrouvés au gouvernement, ils ont organisé une fronde. J'entends bien ce que dit Chikuma, il faut structurer, il faut des statuts. Non, le FCC a implosé malgré les statuts. L'UDPS d'abord lui-même est un parti aussi indiscipliné malgré les statuts. Vous avez vu, il y avait une consigne de vote pour nommer, des consignes de vote pour désigner des sénateurs. Et le président, les Kabouya, ont dit bon, votez pour telle personnalité, votez pour Chika, votez. Mais voilà, et ils avaient à peu près 10 députés provinciaux, ils n'ont sorti aucun. Voilà, les statuts. Non, on ne peut pas remplacer le sens de l'honneur, le sens de la dignité, qui fait cruellement défaut aux hommes politiques congolais. Donc, ils n'ont aucun scrupule. Donc, est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Oui, ça dépend maintenant aujourd'hui du président de la République et du Premier ministre. Donc, la personnalité du président de la République s'accommode bien avec celle du Premier ministre, qui est une personnalité plutôt assez, sans beaucoup d'aspérité, conciliante et travailleuse. Et donc, aujourd'hui, les succès de l'action du gouvernement dépendent des animateurs, mais dépend aussi de la qualité du programme. Et Rachel a raison de souligner l'absence du chronogramme. Rachel a raison de souligner que les sources de financement de manière sectorielle ne sont pas bien définies. C'est vrai, de manière globale, on a dit que c'est 36 milliards de dollars sur 3 ans et on va dégager des ressources en vendant des blocs pétroliers, voilà, les super profits qu'on va taxer avec la hausse de cours des matières premières. Mais tout ceci, on sent que l'État ici se perd. L'État est très faible, l'État est très pauvre. Donc, beaucoup de gens ont conseillé à l'État de se recentrer sur du régalien. Le régalien, d'abord, c'est quoi? La sécurité, payer les salaires et peut-être un peu se cristalliser sur des projets structurants. Mais là, l'État embrasse tous les secteurs de la vie. Donc, il y a une sorte de saupoudrage. Ce qui fera que l'État, en voulant tout faire, donner des logements, donner de l'eau potable, donner de l'électricité, des meilleurs transports, la meilleure sécurité, des meilleurs salaires, ne va pas y arriver. Donc c'est un processus. Donc pendant ces 3 ans, il fallait que l'État identifie 4 à 5 actions clés, de telle sorte que si elle les mène, ces actions-là, il y a un effet d'entraînement sur toute l'économie. Parce que on ne peut pas se leurrer, les défis sont immenses. Mais vous sentez vous contredire. Là, tout à l'heure, vous avez dit, avec 340 actions prévues, oui. Si on divise par 57, on a 6 ministres. Oui. 6 actions par ministre. Oui, 6 actions par ministre. Mais ça veut dire que 6 actions par ministre, c'est vrai. Mais le problème, c'est que le financement, ça veut dire que les actions à mener, c'est des actions complexes. La question du logement. Les logements, le droit au logement. Comment on fait le droit au logement? Ça veut dire qu'on travaille sur les matériaux de construction. Comment on abaisse les matériaux de construction? Comment on fait qu'un sac de ciment, par exemple, de 50 kilos, coûte à peu près le même prix, moins de $10, partout sur toute l'étendue de la République? Comment, justement, on fait installer, par exemple, des usines, des aciéries pour transformer du fer à béton et tout ça? Comment on fait, justement, pour, par exemple, dire qu'aux paysans, voilà, comment est-ce qu'on crée des briqueteries au standard? Comment est-ce que, voilà, c'est beaucoup d'actions. Et une fois, il y a une chose, c'est de construire des logements. Mais l'offre est là, mais la demande, ça veut dire que la personne qui va souscrire à un logement social, il va payer avec quel revenu? Donc c'est des questions transversales. Et donc nous aujourd'hui, nous pensons que l'État n'a pas encore ces moyens-là. Mais pour moi, l'État doit se recentrer sur du régalien. Et l'État, pourquoi il y a des difficultés? Parce qu'il ne se donne pas aussi les moyens.
première source des revenus de l'État, c'était la réduction du train de vie. On a salué le fait que l'équipe gouvernementale soit moins nombreuse, mais pour moi c'est dérisoire. 10% des réductions, c'est dérisoire. Mais pour des raisons de stabilité, pour des raisons de cohésion... C'est prévu, la réduction dans le gouvernement Sama, il a prévu de réduire le train de vie dans son programme. Oui, le problème c'est que... Mais non, la vraie question... le train de vie au-delà de la taille du gouvernement, mais dans son programme, si on se fie à son programme, c'est ce qu'on n'avait pas vu. Mais on peut réduire même le train de vie du gouvernement, ça veut dire de 10%. Si on dit par exemple que dotation par ministère d'État, au lieu de, je donne un exemple, de 50 000 $ le mois, on dit par exemple on va donner 45 000 $ le mois, ça sera une réduction. Mais le problème c'est quoi? Les réductions, il faut que des réductions qui aient de l'impact. Un impact, pas des religions cosmétiques. C'est ça la grande question. Et j'aimerais terminer sur un aspect aussi qui m'a beaucoup intéressé. C'est la question de 30% des femmes. On se trompe. Sur la question des femmes, on se trompe. Sur la question de la représentativité, encore une fois, on se trompe. Il faut qu'on examine notre rapport à la compétence. On nomme une personne en fonction de ses compétences. Et moi, j'estime que les femmes sont autant compétentes que les hommes. Et donc, si moi, quand je cherche un mécanicien, je ne demande pas son sexe, je ne demande pas son origine. J'ai besoin d'un mécanicien pour résoudre un problème. Si la personne qui peut nous donner de l'eau est une femme, tant mieux. Si on peut mettre 100% des femmes, j'ai toujours dit, oh non, les femmes sont presque de nous. Mais non, on a vu les femmes au ministre, voilà, elles se sont pas démarquées. Donc, elles sont pareilles aux hommes. Il y a des femmes de bonne moralité, il y a des femmes de mauvaise moralité. Pourquoi il n'y a pas 50-50? Mais parce que les femmes, aujourd'hui, vous êtes d'accord pour avoir les droits. Mais pour les obligations, vous n'êtes pas là. Quand on regarde les statistiques, non, les statistiques des marches de l'opposition, regardez les statistiques, ceux qui sont dans la rue, ce ne sont pas les femmes, ce sont les hommes. Regardez les morts. Regardez. Même pas parce qu'ils sont nommés, même pas parce que les femmes qui sont nommées sont proposées par les partis. Non, mais regardez les morts par balle en RDC, les martyrs et tout ça. Regardez les femmes. Donc voilà. Non, bien sûr. Mais regardez la proportion, parce que vous revendiquez la parité. Regardez les proportions. Ça veut dire que regardez les taux aujourd'hui, par exemple, même. On revendique pas la parité. La parité est constitutionnelle. Non, mais justement, mais c'est une revendication. Mais c'est pas une revendication, c'est la loi. Non. Elle est constitutionnelle. Oui, tout ce qui est constitutionnel. Aujourd'hui, par exemple, la Constitution vous dit, par exemple, que vous avez droit à l'énergie. C'est pas pour autant que vous avez. Ça veut dire que c'est une ambition. C'est une ambition avec les mouvements féministes. Moi, je dis ceci. À mettre cela dans la Constitution, c'est parce qu'on a trouvé qu'il y avait des problèmes. Oui. Je trouve que c'est un peu simpliste, juste rebondir sur ce sujet-là, de dire que oui, si les femmes, on est dans les domaines de compétences, oui. Et est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas avoir plus de 20 femmes dans ce gouvernement, dans toute la République démocratique du Congo, on ne pouvait pas trouver 20 femmes. Si, mais c'est 20 femmes, moi je dis que c'est 20 femmes de quoi? Non, le problème, ce n'est pas au niveau des compétences. Non, moi je ne dis pas, que les femmes, moi j'ai dit clairement que le débat ici sur les femmes, j'ai dit que les femmes sont autant compétentes que les hommes. Je l'ai dit en liminaire. Mais je dis ceci, les femmes doivent gagner leur place au soleil, ça veut dire quoi? En militant comme les hommes, en investissant les partis politiques. Aujourd'hui, non, écoutez, j'ai vu tous les hommes politiques qui ont été brimés dans leur parti d'origine. Ils ont créé des partis politiques. Mais regardez le nombre de femmes qui sont brimées, qui ont créé des partis politiques. Regardez, ça veut dire que... Moi, je pense que... Petit détail. Bon, je crois que c'est vrai que Richard Kissita, le problème des femmes est très important. On l'a abordé. Non, on n'aurait pas qu'on réduise, qu'on dise que s'il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est pas parce qu'elles ne sont pas compétentes. La FDC de Bati, sur 4 ministres, elle en a envoyé 2. Très bien. Vous imaginez si dans chaque parti politique, je prends le MLC, bon, il n'en avait que 3. Il envoyait une femme. Ensemble, on avait, je crois, 5. Il envoyait une femme aussi, je crois. Mais vous imaginez, si dans chaque parti politique, UDPS, MLC, tout ce qui constitue aujourd'hui l'Union sacrée, pouvait envoyer, ne fût-ce que 40% de ces femmes, on pouvait atteindre. Donc c'est juste pour dire qu'il y a certes, il y a des problèmes, mais dire qu'on ne pouvait pas avoir ne fût-ce que 20 femmes dans ce gouvernement, comme si on manquait 20 femmes compétentes, là je m'inscris en fond. D'accord, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, Élisée. Mais là où moi je rejoins un tout petit peu Israël, c'est... Regardons un peu le fonctionnement de nos partis politiques. Il y a plus de 600 partis politiques en RDC et des partis qui ne sont pas encore enregistrés
officiellement. Mais regardez comment les femmes se comportent au sein des partis politiques. Un jour, prenez quand même le temps de faire 3-4 jours la semaine, d'aller, ne prenez pas les grands partis que vous connaissez déjà, venez voir la majorité des femmes, comment elles se comportent dans les partis politiques. Justement. Quand elles viennent, quand on vous dit d'abord, on a réunion à 15h, la réunion commence à 15h, vous allez voir, arriver dans un parti politique, les hommes, mais les premiers... Non mais attendez, s'il vous plaît, écoutez-moi s'il vous plaît. Je vous propose, Rachel Kitsita, de refaire une émission spéciale. Non, je demandais juste une minute. Oui, vous avez déjà pris 45 secondes. D'accord, il me reste 20 secondes. Oui. Okay. C'est Élisée qui m'interrompt. Merci beaucoup. Alors je disais que les femmes dans les partis politiques ne font pas assez pour mériter. Qu'est-ce qu'elles préfèrent? Les femmes, généralement, dans les partis politiques... Vous êtes dans les clichés, dans les stéréotypes. Non, je suis réaliste. Les femmes dans les partis politiques n'interviennent pas beaucoup dans le débat. Quand on dit construisons le parti, quand on dit secrétaire national chargé de tel, quand on dit secrétaire national chargé, les femmes, elles ne veulent pas parce que il y a aussi des pesanteurs dues à ce que vous connaissez. Hein. La femme, elle s'occupe de la maison, elle doit laver les enfants, elle doit faire ceci, elle doit faire ça. Et quand il faut aller travailler sur le champ, quand il faut travailler dans les partis politiques, les femmes ne sont pas là. Et les hommes profitent de cette faiblesse. Alors que dans les partis politiques, il y a des femmes qui sont parfois plus intelligentes que les hommes. Mais moi, un jour, je suis allée, mais on vous dit, il faut voter, il faut débattre, il faut argumenter. Elles sont pas dans l'argumentaire. Oui, j'en connais peut-être 2-3 qui font exception. Il y a des partis qui ont fait exception. Et c'est là où les chefs des partis politiques profitent de la faiblesse de ces femmes qui ne veulent pas faire entendre leur voix et qui ne militent pas. Et qu'est-ce qu'on fait? S'il faut envoyer des noms, c'est soit sa femme ou on prend les hommes et les femmes sont reléguées au second degré. C'est pourquoi ici, il faut appeler aux femmes qui militent au sein des partis politiques de faire en sorte que leur voix soit entendue. Il faut vraiment être active et non jouer le rôle de second plan, secrétaire, porter les mallettes. Non, mais nous ne sommes pas, s'il vous plaît, là je dis stop, ce n'est pas débat au féminin, débat au féminin c'est juste après nous. Voilà, débat au féminin c'est juste après nous et ce sera avec vous. Madame Élisée Audia, insécurité à l'Est, on en parle, oui. Économie, on en parle, insécurité à l'Est, on en parle de ce que le gouvernement est en mesure de faire, de ce qu'il a promis. Éric Chikuma ou Éric Ambago, l'un des deux Éric pour économie et insécurité à l'Est. Économie, oui, Éric Chikuma. Je vais commencer par les sujets économiques parce que il y a eu quelques préoccupations qui ont été soulevées tout à l'heure, notamment par Israël et Élisée et Rachel également. C'est pour parler de la nature même du programme du gouvernement. En réalité, ces programmes du gouvernement est élaboré en fonction de la vision du chef de l'État. Et cette vision ou ces programmes du gouvernement a été élaboré au début de mandat du quinquennat du chef de l'État qui a été élu. Et ces programmes est élaboré également en fonction des ambitions actuellement, parce que c'est un programme révisé, en fonction des ambitions des membres qui constituent l'union sacrée de la nation autour du chef de l'État, en se fondant sur notamment des projections économiques, parce que si nous ne le savons pas, il existe une administration ici en République démocratique du Congo qui s'occupe des projections économiques ou macroéconomiques. Et les chiffres qui ont été évoqués par Israël, notamment les 36 milliards pour le restant du quinquennat, sont des chiffres qui sortent d'une série d'analyses de membres du comité interministériel qui s'occupe de projections ici en République démocratique du Congo, conformément au cadre moyen budgétaire en cours d'exécution. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que le programme du gouvernement qui est en cours, c'est un programme qui répond aux ambitions de l'union sacrée, conformément à la vision du chef de l'État. Si le Premier ministre qui a conduit le premier gouvernement au cours de 2 premières années du quinquennat n'a pas pu mettre tout en exergue, le chef de l'État qui est porteur de cette vision pour laquelle le peuple congolais s'est prononcé afin de lui confier le mandat du chef de l'État, a ou avait le droit de pouvoir changer un autre Premier ministre qui puisse continuer à mettre en œuvre ces programmes ou cette vision en acte. Alors, le programme
les prévisions. Oui. Des recettes trop optimistes. Le problème, il faut relever aussi que c'est toutes les prévisions. Bon, ce sont des ambitions. Ce sont des ambitions. Nous ne sommes pas des experts en la matière. Il existe des experts qui font de projections. Oui, mais des projections qui ne se sont jamais réalisées. Mais parler de 36 milliards en 3 ans, alors que déjà cette première année, on se satisfait. Et Zumeko a été le premier à annoncer que au premier trimestre, 100% des objectifs ont été atteints. On est au milliard de dollars. Comment est-ce qu'on peut avoir 36 milliards sur 3 ans alors qu'on n'arrive pas à avoir 5 milliards sur 1 an? Justement, j'en arrive. C'est pour dire que je ne suis pas contre. Je dis par contre ceci, que ce sont des ambitions qui sont affichées et que c'est un objectif à atteindre. Il faut le laisser construire le cadre qu'il faut afin de pouvoir mobiliser. Non, on les jugera sur pièce, sur base de résultats, s'il vous plaît. Nous les jugerons sur base des résultats qui seront escomptés. Il se peut qu'ils atteignent 10 milliards. Il se peut qu'ils dépassent les 12 milliards l'an. C'est possible. Ils les atteindront comment? S'il vous plaît. Vous êtes Zumeko, notre expert économique. J'en arrive. Comment est-ce qu'il est envisageable d'atteindre 10 milliards l'année, par exemple? Je pars de projections empiriques. Juste pour le premier trimestre, on a frôlé le milliard de dollars pour cette année 2021. Le budget 2021 est chiffré des estimations des 6,6 milliards. OK? Donc, on est loin du compte, hein. Ça signifie que si pour le 4 trimestres de l'année, on mobilisait 1 milliard pour chaque trimestre, ça signifie qu'on atteindrait 4 milliards, on dépasserait le 4 milliards parce que tous les trimestres ne s'équivalent pas. Oui. Il y a le mois d'avril, il faut le dire, il sera beaucoup plus important, voilà, équivalent même peut-être à le seul mois équivalent peut-être au premier trimestre. Exact. Donc c'est pour dire que les grandes échéances fiscales boostent le réalisation de recettes pour certains mois. Donc c'est généralement le deuxième trimestre et le quatrième trimestre de l'année. Donc c'est pour dire que c'est possible que le 6,6 milliards de cette année soit atteint. Je ne sais pas encore comment est-ce que le gouvernement s'apprête ou le chiffre qu'il veut proposer pour un collectif budgétaire, parce que le collectif budgétaire avait été annoncé par le Premier ministre. Ils vont revoir à la hausse parce que il y a notamment la donne, les matières premières qui connaissent l'embellie sur alors la donne matières premières dont on ne profite pas beaucoup. La donne super profit, le code minier l'a prévu et je pense que les excédents seront taxés à 50%. Attention. Donc ça signifie que il y aura un taux d'imposition sur le métaux ou le minerai qui vont connaître une envolée de prix sur le marché international. Ça ne dépendra que d'un décret du Premier ministre qui serait pris le moment venu. Donc, c'est aussi un mécanisme. Il table également sur la conclusion du programme formel avec le FMI. Vous savez que le programme, les discussions avec le gouvernement étaient arrêtées parce qu'ils attendaient que le gouvernement de l'Union sacrée soit mis en place pour reprendre les discussions. Donc, il table sur ça. Il table également sur le décaissement de la Banque mondiale, mais également des partenariats publics-privés qui constituent des ressources extra-budgétaires. C'est là que j'enjambe la question qui a été soulevée par Israël Moutala pour parler, où il parlait de la nécessité pour l'État de se concentrer rien que sur le régalien. Non, ce n'est pas suffisant. L'État a l'obligation de se concentrer sur le régalien, mais aussi de mobiliser le partenariat public-privé, de mobiliser les ressources extra-budgétaires qui puissent permettre à ce que des projets porteurs de croissance soient réalisés dans ce pays. Des portraits. Non. Il y a des projets qui ont... Le code minier a été publié, a été mis en œuvre en 2018. Il y a encore des problèmes dans l'exécution de ce code minier. Alors, lorsque vous dites qu'il faut attendre, il faut prendre tout ça
prendre tout ce que vous dites, mettre ça en compte pour justifier l'augmentation du budget. Attention, avec la lenteur administrative, la lourdeur administrative au Congo. Aujourd'hui, par exemple, vous savez que la capacité de mobilisation, c'est 400 millions de dollars à peu près. Permettez-moi. Oui, je prends le cas de Superprofit. Oui, mais ça ne dépend. Le code minier n'a prévu que le chef de l'État puisse, disons, le Premier ministre puisse prendre un décret. Ça a pris du temps. S'il vous plaît, juste un décret. Mais il faut que l'envolée ou l'augmentation de prix atteigne un certain seuil. Une fois que le seuil serait atteint, je pense que c'est 25% par rapport aux prévisions. Si le seuil est atteint, automatiquement, le Premier ministre va prendre le décret. Et pour prendre le décret, ça ne nécessite pas 30 jours. Je pense que le Conseil de ministres va en reprendre bientôt, et ça sera tout le vendredi. La première réunion, c'était hier vendredi. Justement, c'est pour dire que il suffit que la question ou le projet de ces décrets soit débattu en Conseil de ministres, automatiquement, le Premier ministre aura le droit de le prendre. Donc le décret ne demandera pas. Donc il y a encore des préalables. Mais vous comprenez qu'il y a encore des préalables pour atteindre ces 12 milliards-là. Je ne suis pas rigide. Et je ne voudrais pas que le gouvernement, notre gouvernement de la RDC, soit rigide quant à ce. Ça signifie qu'elle doit se fonder sur le réalisme, sur la réalité du terrain. Aujourd'hui, l'assiette fiscale, elle est petite. Absolument. L'enjeu pour le gouvernement qui arrive, c'est de pouvoir finaliser les réformes fiscales afin de pouvoir élargir l'assiette fiscale et simplifier le mécanisme de taxation des impôts, des taxes, ainsi de suite. C'est pour permettre à ce que le maximum de citoyens congolais, qu'ils soient personnes civiles ou morales, puissent avoir la capacité de pouvoir contribuer aux charges publiques. Donc, si aujourd'hui l'assiette fiscale est élargie, on ne sera pas là à voir un gouvernement en train de presser une petite poignée de personnes qui contribuent aux charges publiques. Moi, je dis, je suis pessimiste par rapport à l'atteinte de ces 12 milliards. Pourquoi? Je voudrais même pas être Je ne voudrais pas que vous puissiez être rigide. Ça signifie que le 12 milliards pourrait ou ne pas être atteint. Mais moi, je dis simplement. Mais au regard de réalité, aujourd'hui, je pense qu'il pourrait dépasser ou atteindre peut-être les 6,6 milliards de cette année si beaucoup d'efforts sont faits. Ça, vous parlez de beaucoup d'efforts. Parce que, mettons par exemple aujourd'hui, c'est 400 millions de dollars de recettes par mois. C'est que mobilise la RDC. Le mois ne se ressemble pas. Oui, la moyenne c'est 400 millions de dollars. 400 millions de dollars de recettes qui sont affectés notamment au salaire, paiement des salaires. Alors, il n'y a pas un budget conséquent pour les investissements. Alors, s'il faut aller vers les réformes, ça prend du temps. Et ces réformes-là, pour cela, on vous parle de partenariat public-privé. Il y a la mobilisation. Le gouvernement a prévu, je pense que le Premier ministre l'a dit lors de la présentation de son programme du gouvernement, il a dit il y aura des investissements extra-budgétaires que vous ne comptez pas. Dans les 36 milliards, il y aura ces financements-là. Les partenariats publics-privés, la mobilisation de fonds en Égypte, en Asie ou parmi les partenaires traditionnels de la RDC. Donc, il y aura des fonds qui vont arriver. Pas forcément pour être investi dans la consommation, dans le régalien dont a fait allusion Israël ici, mais pour créer, pour investir dans des projets qui sont porteurs de croissance et créateurs de richesse. Tous ces PPPP sont parfois bloqués. Vous vous souvenez de l'affaire Deep Wood? L'affaire Deep Wood, c'est depuis le gouvernement. Et aujourd'hui, Deep Wood, on attend toujours. L'affaire Deep Wood a été bloquée pour des raisons électorales. Parce que en face de Deep Wood, il y avait un gouvernement partant. Il y avait des institutions qui partaient. C'était à la veille des élections. Comment Deep Wood, à ce moment-là, pouvait mettre des milliards pour un gouvernement justement, oui, justement. On doit amender d'ailleurs. Déjà, à ces moments-là, le contrat est déjà Israël. Moi, je suis il faudrait peut-être que on en arrive à la conclusion au niveau économique. Donc pour vous, Zoumeko, Eric Chikuma, 36 milliards, c'est possible. C'est possible si le gouvernement congolais arrivait à mettre la méthode, arrivait à créer le cadre pour pouvoir lever ces fonds-là. Et ça, c'est possible, pas seulement
sur le plan recettes internes, mais aussi des fonds provenant de l'extérieur et des fonds provenant notamment des partenariats publics-privés ou d'autres eurobonds ou d'autres mécanismes de levée de fonds à l'international pour organiser l'État congolais n'est pas en mesure de lever l'argent sur les marchés boursiers. Pourquoi? Parce que notre notation des agences est très mauvaise. Est très mauvaise. Il y a des réformes en aval pour qu'on arrive à il y a des réformes. Nous avons signé avec Citi, le gouvernement congolais a signé un contrat avec, justement, parce que nous sommes plongés dans un immobilisme 10 milliards, 20 milliards sur 20 ans. Nous, on n'est pas encore en mesure. Pourquoi? Parce que les réformes qu'on avait faites avant, on les a annulées. Ça veut dire qu'il faut refaire encore les réformes pour que nous soyons, par exemple, bien cotés par Moody's, par Standard & Poor's. Donc tout ça n'est pas encore fait. Là, je comprends. Mais sur cette question, par exemple, de la mobilisation des recettes, c'est bien beau. Sur les contrats chinois aussi. Parce que le gouvernement compte mobiliser le reliquat de 2 milliards de contrats chinois. De contrats chinois. Oui. Là aussi, il faut dépoussiérer. C'est un dossier hyper complexe. Il faut dépoussiérer le terrain. Ça prendra du terrain. Ça prendra du temps. Donc, je dis, moi, pour moi, théoriquement, d'accord, quand on regarde la pression fiscale de la RDC, nous sommes en dessous de 10. On peut arriver avec nos niveaux de PIB, 56 milliards de PIB. On peut arriver à un taux de pression fiscale de 10, de 15, de 20. À 20 ou à 20%, nous sommes à peu près. Mais comme tu l'as dit, il y a les réformes. Et les réformes, ça demande du courage. Ça demande du temps. C'est pour cela que je parle de la méthode. Il faut de la méthode, il faut de la rigueur. On avait fait le même débat ici pour pouvoir arriver à ces chiffres-là. Sur 12 milliards sur les 12 milliards du budget de 2000. Le temps, oui. Le temps, ça va là. La méthode, peu importe la méthode. S'il vous plaît. Je crois, non, s'il vous plaît, non. Eric Chikoum a dit c'est possible. Israël Moutala, vous dites non. Oui ou non? Vous dites c'est pas possible. Donc je dis que 36 milliards, c'est pas possible. C'est un autre. En tout cas, non. 36 milliards en 3 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. L'argent, ce sera difficile. La sécurisation de l'Est. On avait parlé de la solution intégration avec les pays de la région. Il y a eu l'initiative de loi qui date d'il y a plus de 5 ans du prix Nobel Mukwege sur la certification de ces minerais qui pourraient empêcher ou enlever toute raison à ces groupes armés de continuer à faire la guerre et donc à calmer la situation à l'Est. Le président qui annonce une grande offensive. Est-ce que la sécurisation de l'Est, ça c'est possible? Je ne sais pas qui répond. Oui. Eric Ambago. C'est possible, la sécurisation de l'Est du pays. Si vraiment on y met de la volonté. Vous savez, par exemple, je vais vous dire quelque chose. C'est 16 millions de dollars le budget pour le paiement de l'armée. C'est 16 millions de dollars seulement. C'est très peu. Pour un effectif d'environ 122 000 ou plus de 120 000 hommes, c'est très peu. Alors, si on met de la volonté, d'abord un budget conséquent pour l'armée, les opérations militaires pourront être menées sans problème. C'est un problème de motivation. Aujourd'hui, moi j'ai dit... Parce que 16 millions, c'est par mois. Par mois. Non, mais ça ne concerne pas pour les salaires. Ça, c'est pour les salaires. Ça, c'est les salaires uniquement. Des troupes qui sont à l'Est. Non, je parlais de l'ensemble. De 16 millions de l'ensemble de l'armée de la RDC. Alors, moi, on n'a pas besoin aujourd'hui de faire, comme certains le disent, une opération du type Artemis, comme vers les années 2000, pour mettre fin à la question que j'ai posée jeudi d'ailleurs au président de la Commission européenne, Charles Michel. On n'a pas besoin. On a une armée aguerrie. On a une force de réaction rapide, des commandos qui sont bien formés et qui sont capables de mener un combat et neutraliser les forces négatives qui écument l'Est de la RDC. Moi, j'ai fait un tour en Ituri dernièrement. En Ituri, nous avons vu des militaires congolais, des commandos bien formés, des commandos balèzes, très forts, qui étaient prêts à combattre. On les a vus avec leurs armes, leurs munitions. Et on a parlé un peu avec eux. Ils ont dit, ce sont ces rebelles, on peut les éliminer en quelques minutes, mais nous ne sommes pas suffisamment motivés. C'est la motivation. Si ces troupes sont motivées suffisamment, il y aura pas de problème. Et puis il y a aussi le problème aujourd'hui, la guerre, ça se passe par géolocalisation. Il y a la situation, on est dans la modernité. L'armée congolaise devrait
acquérir ces outils-là. Ça coûte pas cher pour géolocaliser les groupes ennemis, les ADF, les FDLR, les autres, les Maïmaï qui se trouvent à gauche, à droite. On a recensé une centaine de Maïmaï, par exemple, groupes armés au sud Kivu, une centaine au nord Kivu. Alors on connaît plus ou moins leur cartographie. Mais donc, il est facile, avec un commando, des éléments aguerris, qu'on envoie là-bas, motivés, ils pourront rétablir la sécurité dans cette partie du pays. Puisque aujourd'hui, on parlait aussi de la complicité. Cette complicité, avec les dénonciations que nous sommes en train d'enregistrer chaque jour, c'est ce groupe de personnes qui commanditent justement les massacres à l'Est, sont en train d'être neutralisés ou poussés dans leur dernier retranchement. Donc aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas encore ce qu'ils avaient comme force il y a quelques années avant. Donc aujourd'hui, on est dans un système, dans un climat où, on va dire, dans un contexte où les FARDC ont la possibilité de mettre fin à la guerre à Beni, de mettre fin à la guerre à Butembo, de mettre fin à la guerre à Walikale, de mettre fin à la guerre à Fizi, à Uvira, avec ce changement, avec l'amélioration des conditions des militaires. Ce n'est pas votre avis, Élisée Odia? Pas du tout, parce que je me dis c'est quand même se tromper que de réduire la résolution de la situation dans l'Est sur le seul aspect militaire. Le problème est beaucoup plus complexe que cela. On ne peut pas dire il suffit d'envoyer l'armée aller tuer tous les rebelles, tous les groupes armés et Dieu. Maintenant, on en compte 145. Je faisais une réflexion. Certains, selon les Nations Unies, 145 groupes armés, c'est à peu près l'équivalent des territoires de la République démocratique du Congo. Donc, c'est comme si on comptait un groupe armé dans chaque territoire de notre pays. Et ça dure depuis 20 ans. Réduire cela dans le seul aspect militaire, ce serait pas une bonne chose. Il y a l'aspect, non, je dis ce serait pas, on ne peut pas réduire ça. Il y a l'aspect diplomatique. M23, comment on l'a il y a l'aspect, mais il s'est mué. Il s'est mué, on a eu le CNDP. Il y a l'aspect diplomatique qu'on doit faire intervenir. L'aspect militaire, oui. Le CNDP et le M23, ils se sont mués, sont des mutations. C'était des guerres classiques. Oui, on connaissait. Vous avez un groupe armé qui conquiert des territoires et qui consolide ses acquis et qui lance des offensives. Là, vous avez des groupes terroristes qui n'ont, par exemple les ADF, qui n'ont aucune revendication clairement formulé. Ça veut dire que c'est des gens qui sont très mobiles, qui se font dans la population, qui n'ont pas des tenues, qui n'ont pas un commandement hiérarchisé, et qui tuent n'importe quel cible localisé. On localise. Je suis d'accord. L'aspect, mais je dis réduire cela au seul aspect militaire, ce serait une erreur. Parce que on faut pas qu'on se leurre, faut pas qu'on fasse des jeux de politiciens. Je crois qu'on a le devoir de dire réellement, parce qu'on est en contact de ces populations-là. On connaît que cette histoire à l'Est, c'est pas que des groupes armés. On sait qu'il y a l'aspect économique qui entre en compte. On sait qu'il y a l'aspect diplomatique. Comment on gère cette histoire diplomatiquement? Ça a toujours été la plus grande faiblesse de la RDC concernant la solution dans l'Est du pays. Parce que sur le plan militaire, on a failli déjà à un certain moment, mais venir à bout de ce groupe armé. On a failli à un certain moment, mais ça a capoté aussi sur le plan diplomatique. Et moi, c'est là où je dis, la volonté seule ne suffit pas. Un chapelet de bonnes intentions ne suffit pas. Envoyer des bonnes Qu'est-ce qu'il faut alors? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi? Moi, j'ai toujours dit, il y a un problème. Un problème au niveau de leadership. Comment nos leaderships ici au pays parle avec des pays voisins, on sait qu'ils sont impliqués dans tout ce qui se passe dans l'Est du pays. Loin de moi de dire, comme diront certains, que la RDC est manipulée par un pays voisin comme le Rwanda, on est faible. Non, je dis, il y a des implications au niveau de la sous-région. Comment est-ce que nos leaders, comment est-ce que nos autorités en interne arrivent à parler? Parce qu'on aura beau faire des expéditions militaires dans chaque coin et recoin, tant qu'il n'y aura pas cet aspect, tant que cet aspect ne sera pas pris en compte, il y aura toujours des intrusions, des armées étrangères. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dis ce qu'il faut faire. Oui. Parler de manière à bâton rompu avec ces autorités. Mais s'ils ne sont pas des bonnes foi, vous allez non, justement, je dis. Mais si sécurité va dépendre de la fois du Burundi, du Rwanda ou du là où je dis, c'est là où moi je dis l'actuel ministre des Affaires étrangères aura du pain sur la planche. Parce que toutes les guerres ne se gagnent pas que par des armes. Oui, mais non, je pense que ici, il y a une guerre spécifique. D'abord les ADF. Non, sur les ADF, il faut quand même sur les ADF. Mais il y a le côté économique. Non, attends. Sur les ADF par exemple, les ADF c'est un cas à part. Et là on ne peut pas dire que
je suis désolé. La question du leadership, ou même la question de la volonté politique, ici, il faut dire quand même que le président de la République est plus ou moins sincère cette question-là. Ça veut dire que il veut éradiquer. Il était à Nitouri, il a fait des promesses fortes. Mais Kabila le problème, c'est que... aussi, Kabila avait dit, il faut mais je suis d'accord. Mais l'instrument... Non, vous semblez dire que Kabila n'avait pas cette volonté. Si, Kabila avait cette volonté. Mais le problème, c'est quoi? Trouvons maintenant la solution. Parce que, moi, je vous dis ceci. Les ADF ne sont pas invincibles. Pourquoi ils ne sont pas invincibles? Kabila, le premier à dire que c'était un groupe terroriste, tout le monde avait dit que c'était faux. Oui. Et à l'époque, Élisée, s'il te plaît. Mais le problème, c'est que... Non, mais je suis d'accord. Mais moi, je dis, quand vous regardez, en Ouganda, il n'y a pas d'ADF. Bah ouais. Ça veut dire qu'il y a une réponse sécuritaire. Les Ougandais ne nous ont pas demandé notre avis. Ils n'ont pas dit on va dialoguer avec la RDC pour faire en sorte que les ADF ne puissent pas se développer chez nous, alors que c'est un groupe d'abord d'essence ougandaise. Donc voilà pourquoi je dis que la solution d'abord part de nous-mêmes par rapport à cette crise. Deuxièmement, nous-mêmes cette en question. La réponse, elle est militaire d'abord. Ça veut dire que on équipe les militaires, on les forme, on les déploie, on les motive. Donc c'est une voilà tout. Non mais écoutez, ça veut dire que non. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que on laisse. Mais non, ça c'est non. La formation, ça va pas prendre un jour. Non. S'il vous plaît, Élisée Israël, s'il vous plaît, Élisée. Non, il y a une idée très importante. Oui, vous terminez votre idée, Élisée, s'il vous plaît, vous ne l'interrompez pas. Et je passe la passe à Rachel. Elle m'interrompt beaucoup. Non, la question, il ne faut pas la présenter sous forme. C'est une question hyper complexe, comme on l'a dit. C'est une guerre, comme l'a dit Éric Tchikouma, asymétrique. Ça veut dire que vous avez vu que les bastions des ADF ont été conquis par les FRDC, valeureux, au prix de leur sang. Mais le problème, c'est que à un moment, ça se dissimule. La RDC, cette zone là-bas, elle est vaste. Mais il y a un autre problème qui complexifie la résolution des guerres à l'Est. Ce sont les communautés locales elles-mêmes. Elles se font la guerre elles-mêmes. Donc si on ne pacifie pas les esprits ici, il n'y aura pas de paix. Comment est-ce qu'on dit à un Lendu et à un Emma que vous êtes des frères pour qu'ils n'entrent pas dans une milice? Mais il nous revient de l'Ituri qu'il n'y a plus trop de problèmes entre eux. Les problèmes sont ailleurs. Non, les Codeco... les Codeco, c'est pas Emma et Lendu, c'est autre chose. Aussi. Le Codeco, c'est une milice qui est liée à une communauté donnée. Vous allez aussi maintenant aujourd'hui chez les Banyamulenge, où il n'y a pas dans les hauts plateaux des Minembwe, où aussi il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui n'acceptent pas les Banyamulenge comme des Congolais. Donc vous dites pacifier d'abord les esprits des communautés qui se regardent en chaîne faïence. Et armer l'armée. Rachel Kitseta. Voilà, c'est une question complexe. Rachel Kitseta. Au-delà de tout ça, parce que la guerre est asymétrique et puis c'est une question transversale, comme le disait Élisée, il faudrait que la solution aussi vienne des part et d'autre. Il faut une solution diplomatique au niveau régional. Il faut une solution politique. Oui, mais les chefs d'État se rencontrent. Rwanda est ici tout le temps. Ouganda Airlines arrive. Donc, il faut une solution. Il y a officiellement plus de problème entre eux. Posons-nous la question pourquoi. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les avions déjà. Ils n'ont déjà pas les avions. Ouvrir aussi le ciel. Oui, mais bon, alors. C'est de bonnes relations. Il faut aussi. À ce rythme-là, on va plus. Air France, SN, Turquie ne devient pas non plus. Je disais qu'il faut aussi la solution militaire, mais aussi quand on dit tout le temps que c'est une armée qui est inféodée, où il y a des complices au sein de l'armée. Israël a parlé de communauté, mais on n'oublie pas qu'au sein de l'armée, il y a des officiers à qui cette guerre profite, des officiers qui construisent, des officiers qui sont millionnaires, justement parce que ils profitent des sangs de Congolais. Voilà pourquoi plusieurs structures de la société civile et même des politiques appellent plutôt à la suspension ou à la révocation de tous ces officiers qui sont impliqués. Hier, ces officiers étaient soi-disant FCC. Aujourd'hui, ces officiers, ils n'ont plus l'appui du FCC. Donc, ça devrait aller mieux. Vous pensez que le président Tshisekedi pourra comme ça les relever de leurs fonctions? Moi, je pense que oui, on peut y arriver. Ce n'est pas du jour au lendemain en claquant les doigts qu'on dit bon, ok, le président décide et que voilà, à travers le ministre de tutelle, que ces officiers soient révoqués ou destitués. Mais je pense qu'il faudrait en arriver là. Et aussi, je salue parce que le Premier ministre au Parlement nous a dit qu'il n'y aura pas d'intégration des groupes armés dans l'armée régulière. Ça veut dire exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas dire je fais la guerre et
puis le jour où j'ai fini de faire la guerre, puisque le commandant suprême ou le chef de la rébellion finalement a dialogué avec je deviens général. Alors là, il y a plus d'enjeu. Ça veut dire que ça, c'est aussi une solution à encourager. Ça veut dire que l'enjeu économique, on l'a dit. Ça veut dire vous avez suivi qu'il y a aussi des politiques à qui ça profite, les communautés locales, les FRDC. Mais ça, c'est voilà, c'est la solution à cette question viendra. Et surtout, il faut réhabiliter l'économie. Il faut réhabiliter la richesse et l'emploi. Alors, on peut pas continuer là-dessus. IGF, la justice. Aujourd'hui, les hommes politiques ont peur de mettre la main à la caisse. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que surtout on traite tout le monde, FCC, KH ou XY, proche du président ou pas, de la même manière? Éric Chikouma. Normalement, la justice devrait faire son boulot et je pense que même le travail qui est fait par l'IGF, tous les dispositifs anti-corruption et lutte contre les blanchiments des capitaux, ainsi de suite, que le chef de l'État a mis en place, devraient renforcer leur façon de travailler et travailler vraiment en toute indépendance, sans pour autant instrumentaliser la justice. Et la justice devrait agir en toute indépendance pour se prononcer, examiner des dossiers qui lui sera transmises. Bon, je parle ici des cours et tribunaux, afin de pouvoir sauver les finances publiques de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je pense que tous les ministres ou tous ceux qui sont commis à la gestion de la chose publique doivent agir en conséquence, tout en sachant que si je m'hasardais à poser un acte contraire au bon sens, contraire à la bonne gestion ou à l'orthodoxie financière ici en République démocratique du Congo, je pourrais faire l'objet de poursuites. Je pense que c'est une façon de dire que la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Donc si aujourd'hui les Congolais qui sont commis à la gestion de la chose publique commencent à avoir peur d'être poursuivis parce que ils auront détourné les finances publiques, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Élisée Odia. Ma difficulté, c'est qu'on ramène ces derniers temps la justice au niveau des autorités, au niveau de ces personnalités qu'on voit défiler, au niveau de ces personnalités qui ont eu à gérer. Et c'est ça, c'est se tromper lourdement. Comment ça se passe au sein de ce petit peuple-là? Est-ce qu'il bénéficie de cette justice? Dans le 60 ans. Là, c'est un problème. Et encore une fois, le côté irréaliste, comme dans le programme ici, il est prévu que les indigents, que l'État maintenant les facilite l'accès à la justice en payant. Allez voir dans quelles conditions maintenant travaillent nos magistrats dans l'arrière-pays. Même ici d'abord et dans l'arrière-pays, comment ça se passe? Je crois que nous, pour le besoin de la consommation et peut-être diront pour le buzz, on est focus sur des matières qui suscitent, qui attirent médiatiquement les gens, et on a tendance à négliger. Mais est-ce que c'est pas déjà, un bon début? Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Aujourd'hui, on parle par exemple de la gratuité de l'enseignement. C'est vrai qu'on aurait bien voulu qu'on tape tout le monde, qu'on tape tous les détourneurs, mais aujourd'hui, sévir de la gratuité de l'enseignement, arrêter les 200-300 millions. Des procès avec des procès spectacles, moi, c'est du pain béni pour moi, journaliste, ça me fait beaucoup de papier. Et donc, c'est bien. Mais quand on revient dans le chef de la population, quand on vous dit que plus de 60% des matières qui sont dans des tribunaux, ça concerne des conflits fonciers, comment est-ce que la justice rend justice? Comment est-ce que cette justice est juste envers ces veuves-là? Et c'est là où, et pour que cette justice soit juste, il faut doter justement cette justice des moyens. Alors qu'il n'a pas des moyens. On a dit tout à l'heure, il y a une justice, c'est comme s'il y a une justice juste ici à Kinshasa. Comme toujours, tout est concentré. Mais qui rend justice dans l'arrière-pays? Mais déjà qu'ils n'ont rien, qu'ils n'ont pas de bureau, qu'ils n'ont pas où, quand on vous mute là-bas, vous refusez d'aller parce que vous ne savez pas vous allez travailler dans quelles conditions. Donc, on veut bien que cette justice, c'est un bon début, de voir que ceux à qui on a confié la gestion de la chose publique puissent répondre de ça. Mais au-delà de ça, la justice ne concerne pas que ces personnes qu'on voit, mais ça concerne plutôt ce petit peuple-là qui a besoin d'accéder
facilement à ça. Rachel Kitsita. Tout le monde d'ailleurs. Bien plus d'ailleurs. On aimerait qu'elle rende justice, par exemple, aux policiers qui ont été outragés. Voilà, là, on aimerait voir un peu que... Qui a perdu une maison. Non, les puissants d'abord, aujourd'hui, on aimerait voir la justice passer contre la personne qui a humilié la police nationale. Voilà. Justement, le puissant, parce que le puissant... On espère que ça va être médiatisé. Est-ce que la justice est juste, même quand vous parlez des puissants, est-ce qu'elle attaque tous les puissants ou elle attaque les puissants opposés aux plus puissants? Puissant. Rachel Kitsita. La justice aujourd'hui est juste du côté où, pour ceux qui sont un peu nantis ou pour ceux qui ont l'argent en RDC. Ça, il faut se le dire. Pourquoi je le dis? Comment ça se passe nos procès? J'ai un conflit et je vais devant les cours et tribunaux, mais je n'ai pas d'argent. D'abord pour payer les honoraires de mon avocat. Je n'en ai pas. Mais ça, c'est un peu partout au monde. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Celui qui n'a pas d'argent, il n'y a pas de problème. Partout au monde, les avocats commis d'office. Oui, mais les avocats commis d'office, oui, d'accord. Très bien. Mais les avocats commis d'office, en règle générale, c'est pas les meilleurs. En tout cas, la justice du plus fort, c'est un peu partout. Mais c'est vrai que le minimum devrait être applicable ici. La proportion, les commis d'office, elle est tellement élevée. Oui. Voilà pourquoi on dit que la justice n'est pas juste pour tout le monde en République démocratique du Congo. Et donc, c'est un idéal à atteindre. Pour que cet idéal soit atteint, là où on a parlé de ressources financières à mettre à la disposition de nos magistrats, à la disposition de la justice. Parce que ce magistrat qui travaille dans le Bandundu ou à la Chopo, qui est bien payé, vous pensez vraiment qu'il viendra travailler, rendre son verdict parce que on lui a donné 10 000 $ à mettre à la poche? Aujourd'hui, un magistrat qui gagne, je prends un exemple, 350 $, qui doit payer la maison, qui doit nourrir ses enfants. Il est incapable même de prendre sa femme, mettre dans l'avion pour dire va à Kinshasa te faire soigner. Incapable. Qui a vu sa femme mourir parce que césarienne, il n'avait pas l'argent à payer. Lutte contre la corruption, Eric Ambago, lutte contre la corruption. Est-ce que c'est... Avec l'IGF aujourd'hui, on sent qu'il y a un gendarme et tout le monde a peur. Moi, je dis toujours qu'aujourd'hui, l'IGF est considéré comme l'ANR. Dans les années antérieures, parce qu'aujourd'hui quand vous allez par exemple au niveau de l'IGF où vous voyez des gouverneurs débarquer, c'est la peur au ventre. Est-ce que je resterai à Kinshasa? Est-ce que je vais aller en prison? Est-ce que non, mais moi j'ai lu chez un gouverneur qui m'a dit on m'a invité à l'IGF, je dois y aller, mais moi je n'ai rien fait. S'il y a quelque chose, il faut qu'ils aillent voir mon administration. Ça veut dire qu'au départ déjà avec l'IGF, c'est un début. On va pas dire ça, c'est un début de lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption. Est-ce que sur ce point-là, on est sur la bonne voie? Oui. Il faut saluer le travail de l'IGF. C'est pas seulement l'IGF. C'est pas seulement l'IGF là. Et même la justice exactement. aussi. Et même la justice. Le travail de l'IGF doit être complémentaire. L'IGF fait le travail en amont et puis non, l'IGF fait tout. Non, l'IGF en amont, en aval. Non. L'IGF n'est pas injustice. Mais oui, mais il faut le savoir. Il est en amont, en aval. L'IGF fait son travail et la justice doit suivre. Par exemple, l'IGF a fini son travail sur Bukangalonzo, gestion Covid, et puis l'IGF menace ceux qui sont au Sénat. EPST. Les dossiers transmis à la justice. Mais non, c'est à la justice de faire le suivi. Et qu'aujourd'hui, on nous donne un bon procès que tous ceux qui sont coupables, tous ceux qui s'adonnent au coulage des recettes publiques, soient finalement condamnés. Quel exemple vient de Eric Chikouma, l'IGF n'est pas la justice. L'IGF n'est pas la justice. Et ça, il faut que le peuple congolais le sache. Et je pense qu'au niveau de l'IGF, eux-mêmes le savent. Tous ceux qui travaillent au niveau de l'inspection générale de finances le savent. Mais il fallait titiller un peu. Lorsqu'ils font leur travail, c'est pour suivre comment est-ce que les fonds publics ont été dépensés à gauche ou à droite. Exact. Mais lorsqu'ils finissent leur travail et qu'ils mettent les résultats à la disposition de la justice a l'obligation d'accélérer pour poursuivre ces enquêtes judiciaires et pouvoir soit juger, soit condamner. C'est ce qu'on attend. Il y a beaucoup trop de dossiers. C'est ce qu'on attendait. Il est justement dépassé 15 heures. On a raté le flash de 15 heures. Veuillez nous en excuser. On doit
Arrivé à la fin de cette émission, on aurait pu parler de l'affaire Bakonga, de la gratuité de l'enseignement. Le président a annoncé jeudi que maintenant qu'il y a un nouveau gouvernement, il y aura plus de moyens pour cette gratuité de l'enseignement. Moi, je voudrais que, pour terminer, on parle du cas extradition Willy Bakonga. La presse a annoncé qu'il était rentré et puis elle s'est dédite. On montre la presse du doigt comme le véhicule principal des fake news. Qu'en dites-vous? Non, mais moi je serai toujours le défenseur de la presse qui fait son travail de manière honorable et admirable. Donc je tire d'ailleurs mon chapeau à Top Congo pour la qualité du travail, à son initiateur Christian Lusakwenon. Écoutez, notre métier, comme tous les métiers du monde, on peut commettre des erreurs. Et j'aimerais d'abord dire à l'intention de l'opinion ici, de nos auditeurs, et de nos téléspectateurs, que un fake news est différent d'une fausse ou une mauvaise information. Un fake news est une mauvaise information, une fausse information livrée délibérément pour induire les gens en erreur, pour faire du mal, pour détruire autrui. Mais dans notre métier aussi, il se fait que nous pouvons nous faire, abuser par de sources. Donc une source peut nous dire, voilà, je vous donne une telle information. Il vous a déjà donné plusieurs informations crédibles, vraies, et après, elle vous donne une mauvaise information, mais parce que vous avez confiance en cette source, elle vous dit, ne me citez pas. Donc, voilà. C'est ce qui s'est passé pour ce cas-là. C'est ce qui s'est passé pour ce cas-là. Et donc, ça n'a pas été dit dans l'intention de nuire à qui que ce soit, ni d'induire l'opinion. Les fake news, on les fait de manière intentionnelle pour nuire aux gens. Et là, on peut se tromper. Et notre code d'éthique et de déontologie, parce qu'ils ont prévu que nous pouvons nous tromper, a prévu le moyen de réparer nos erreurs. En disant qu'on peut faire un erratum, on peut justement donner un droit de réponse pour une personne qui s'en lésée. Et donc, comme un médecin, comme un avocat, comme n'importe un chef d'entreprise, on peut se tromper. Top Congo a produit des milliers ou de millions de reportages. Zoom Echo produit de centaines, de dizaines de milliers de dépêches. 7 sur 7 pareil, et tout ça, Actu 30 aussi. Et donc, sur les millions, les milliers de dépêches produites, si on se trouve avec une seule erreur ou deux, je pense que c'est 0,1% d'erreur. Et donc, je pense que nos médias sont crédibles, nos médias sont respectables, et je leur tire mon chapeau. Aujourd'hui, personne n'a vu Willy Bakonga? Non, on l'a pas vu. Moi, je l'ai juste ajouté par rapport à Willy Bakonga. Excusez-moi, peut-être je vais être dur, mais je crois que l'ancien ministre a manqué de dignité et d'honneur. Il n'aurait pas fait ce qu'il a fait là. Et il n'aurait pas pu se dérober de cette manière. Je crois qu'à un certain moment, quand vous avez eu à occuper des postes de responsabilité, il faut faire preuve de dignité, ne fût-ce que pour vous-même, et faire ce qu'il a fait, sortir de manière dont il est sorti du pays, clandestinement. Voilà, c'est comme si on était en Tunisie et tu voulais aller en Europe ou en France. C'est pas correct et c'est pas très bien. Donc il fallait marteler. Quand vous avez été dignitaire, c'est pas pour rien, quand vous accédez à un poste, on vous appelle dignitaire. Alors il faut rester digne jusqu'à la fin, même si ça ne marche pas toujours en votre faveur. Et par rapport à ce qui s'est passé, moi je trouve qu'on tape, c'est normal. Aujourd'hui, des gens peuvent se réveiller. Personne ne peut se réveiller aujourd'hui et devenir avocat. Personne ne peut se réveiller aujourd'hui et devenir médecin. Mais aujourd'hui, on voit des gens se réveiller et devenir journalistes. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'on n'a pas fait d'erreur par rapport à ce qui s'est passé là. Personnellement, j'avais écrit et j'ai corrigé. On était obligé. Top Congo l'a fait et c'est une bonne chose. Mais on est également victime même de la profession qui est en train de mourir. Faut pas qu'on se leurre. Peut-être ça fera l'objet d'une prochaine émission, mais il est temps qu'on reparle de la profession de journaliste. Il est temps qu'on reparle de journaliste, de l'exercice de ce métier ici en République démocratique du Congo. Il est temps qu'on puisse mettre quand même des garde-fous, de mettre vraiment des lignes de conduite pour savoir qui, quand, comment on peut faire ce métier de journalisme ici au pays. Et j'espère qu'avec le nouveau ministre qui est venu, il a parlé de ça, il a parlé des états généraux de la presse. On le souhaite vivement. Nous, on était à Zongo, on a plaidé pour les états généraux de la presse et j'espère que ces états généraux vont voir les jours très rapidement pour parler de la condition et de l'exercice. En parlant de la presse, Rachid Kitsita, Patrick Mouyaya, journaliste, ministre, c'est une bonne chose? Oui, très bonne chose.
Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va apporter que nous n'ont pas fait? Patrick Mouyaya est journaliste de profession et de formation. Il connaît les difficultés de la presse en République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya sait comment attaquer le problème à la moelle épinière pour éradiquer tous les maux qui rongent la presse en RDC. Il connaît la formule et il sait de qui s'entourer pour que nous ayons des résultats. Patrick Mouyaya est celui qui a été pendant longtemps devant les hommes politiques, à bâton rompu. Il connaît un tout petit peu la politique. Il connaît les hommes politiques. Bien qu'aujourd'hui, il est aussi politique lui-même. Mais il sait qu'il n'a pas, d'abord, lui, n'a pas droit à l'erreur. Il doit nous rendre fiers, nous, demain, de dire, voici l'homme que nous avons soutenu, voici le nôtre, et voici ce qu'il a fait. Et quand j'écoute son discours lors de la remise de reprise, je suis flattée. Parce que l'image de la République démocratique du Congo, tout ce que nous faisons, passe d'abord par la RTNC, mais aussi par l'ACP. Remoderniser la RTNC. C'est l'image, la communication. C'est ce que nous montrons aux autres. La perception que les autres ont de nous, c'est l'image que nous donnons aux autres. Donc pour vous, Patrick Mouyaya, aujourd'hui, ministre de l'Information, c'est une bonne chose? C'est une très bonne chose. C'est aussi votre avis, Eric Ambago? Ah oui, moi je donnerai juste un exemple, c'est que lorsqu'il fut au bureau d'âge de l'Assemblée nationale, je crois que c'est en 2011, il avait fait une innovation au niveau de la RTNC 3, je pense, RTNC 3. Il y avait des émissions qu'il avait mis en place. Ces émissions-là avaient changé un peu l'image de cette chaîne de l'Assemblée nationale. Alors je dis, il avait déjà une vision à ce moment-là. Aujourd'hui, à la communication et médias, je crois qu'il y aura une nouvelle impulsion et des choses vont aller un peu mieux qu'avant, j'imagine. Éric Chikouma, merci d'avoir été avec nous. Élisée Odia ainsi que Rachel Kitsita, Eric Ambago et Israël Moutala, merci d'avoir été avec nous. Éric Chikouma, je vous posais la même question. Vous allez bientôt peut-être prendre congé de cette presse pour rejoindre le Parlement. Je ne veux pas vous demander ce que vous pensez d'Éric Mouyaya, mais qu'est-ce que vous pensez qu'un journaliste comme vous pourra apporter de plus à ce Parlement? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de priorités qui touchent au secteur de médias, de la presse ici en République démocratique du Congo. Nous avons des lois qui sont pendantes au niveau du Parlement et qui nécessitent d'être examinées et évacuées pour que le président de la République puisse les promulguer afin de pouvoir améliorer l'organisation de l'État par rapport à notre secteur qui est la presse. Donc nous avons la loi sur l'exercice de la liberté de la presse qui doit être révisée, qui est bloquée au niveau du Parlement. Il y a la loi sur l'accès à l'information qu'il faut également débloquer. Il y a d'autres amendements qu'il faudrait intégrer, notamment la prise en compte de l'exercice de la presse en ligne ici en République démocratique du Congo, parce que vous savez que le média en ligne aujourd'hui ne sont pas régentés par les lois de la République. Il y a beaucoup d'autres réformes qui nécessitent que le journaliste ou ceux qui viennent de la profession journalistique puissent apporter leur touche au niveau du Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous journalistes d'avoir été avec nous. Cette émission sera trimestrielle. On se retrouve dans 2 mois parce qu'on a dû attendre pour la première édition. On a dû laisser passer le stade du 31 mars parce qu'il n'y avait pas de gouvernement. On se retrouve donc au 30 juin pour faire la deuxième émission, ce deuxième bilan à mi-parcours de l'année 2021. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, on va parler femmes, au féminin, avec vous, Élisée Odia. Vous recevez la députée Christelle Voanga. Merci à vous d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec le Top Presse entre journalistes, ce sera dans 2 mois. Sinon, le Top Presse avec les invités, avec tous les ministres qui sont arrivés au gouvernement, risque d'être un peu plus régulier. Merci à vous, chers journalistes, de tous les médias auxquels vous appartenez, d'accepter de participer à ce genre d'exercice. Merci à vous, chers auditeurs. L'actualité continue sur votre radio. À très bientôt. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.